Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la conférence de Donna Benjamin, Turning Stories into Software. Alors quand elle parle de stories, elle parle de user stories, qui sont les choses du genre un utilisateur, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir télécharger ma dernière facture afin de pouvoir la stocker sur mon ordinateur. Voilà, c'est vraiment une user story qu'on peut retrouver. Et donc elle a commencé sa conférence en nous demandant d'où venaient les user stories et avec voilà, les user stories peuvent venir de plusieurs endroits et elle a un peu expliqué d'où venaient ces user stories et qu'est-ce qu'on pouvait en faire et quelles étaient les choses importantes sur ces user stories. Donc les gens ont parlé de plusieurs éléments, il y avait le marketing, le support, les équipes de support qui sont vraiment un super endroit pour récupérer des user stories parce que c'est là où les utilisateurs justement ont des problèmes et donc du coup on peut résoudre justement ces problèmes en transformant ces problèmes en fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc ça c'est vraiment super. Aussi la recherche, essayer de trouver des choses. Et donc elle est un peu plus partie en détail sur la recherche, comment découvrir des user stories. Donc elle a dit, voilà, c'est sa première slide. Ensuite elle a parlé un peu de workshop. Alors ça m'a un peu refroidi sur la conférence parce qu'elle a parlé rapidement de workshop sans expliquer ce que c'était, sans expliquer ce qu'elle entendait par workshop parce que ça peut vraiment tout et rien dire un workshop. A priori je pense qu'elle voulait parler de rencontrer les utilisateurs et discuter avec eux. Mais j'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire sur les workshops, donc je ne peux pas vraiment détailler là-dessus. Ensuite, elle a parlé d'interviews, et là, c'est vrai que c'est un peu plus précis, c'est une interview avec un utilisateur, et donc du coup, on peut discuter, lui poser des questions. Et elle a parlé du concept des 7 why, donc le fait de dire pourquoi à chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose. Donc par exemple, je dois aller au magasin, et tu lui dis pourquoi ? Parce que je veux acheter une perceuse. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'un trou. Et pourquoi tu as besoin d'un trou ? Parce que j'ai besoin de, je ne sais pas, mettre quelque chose dans mon mur. Donc voilà, donc c'est vraiment en demandant pourquoi à quelqu'un, on va pouvoir remonter à la cause, vraiment à la cause brute de ce qu'il veut vraiment en fait. Parce que ce qu'il veut, c'est pas aller au magasin. Ce qu'il veut, c'est avoir un trou dans son mur, pour une raison X ou Y. Enfin voilà, ça, on pourrait aller encore plus loin. Mais du coup, si on a une solution pour percer un trou dans son mur sans aller au magasin, ça lui va aussi. Donc en demandant pourquoi à quelqu'un, on peut vraiment remonter à la cause et du coup être beaucoup plus précis sur sur la solution qu'on peut lui apporter. Ça, moi, c'est ce que j'essaye aussi de faire dans mes leçons quand je fais des visioconférences avec des gens en face à face dans mes formations, c'est de demander pourquoi, parce que les gens ils disent je veux pouvoir écrire un fichier sur le disque. Et moi je leur demande pourquoi ? Parce que j'ai besoin de stocker ceci. Et pourquoi tu as besoin de stocker ceci ? Parce que j'ai ceci dans ma base de données. Et ensuite, en demandant pourquoi plusieurs fois, on peut se rendre compte que la vraie raison, elle peut avoir une autre solution qui est plus simple que écrire quelque chose sur le disque. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'était un exemple un peu comme ça trouvé, mais vraiment cette partie-là, les interviews, c'est vraiment important. Et surtout, quand on demande quelque chose à quelqu'un, lui demander pourquoi pour remonter à la cause, vraiment très important. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'était les surveys, donc les sondages. Donc ça, c'est vraiment très important aussi parce que ça permet de toucher beaucoup plus de gens. Quand on fait une interview avec une seule personne, on peut avoir un biais, comme quoi cette personne n'a pas du tout les mêmes besoins que tout le monde. Alors quand on fait des sondages, on peut avoir beaucoup plus de réponses et du coup avoir quelque chose qui soit un peu plus général et on peut se rendre compte vraiment des problématiques des gens. Malgré tout, c'est peut-être un petit moins précis. On peut avoir aussi des personnes qui répondent n'importe comment. Donc voilà, donc c'est aussi le problème des sondages. Ça, c'est quelque chose qui est assez aussi intéressant qu'elle a dit, c'est qu'on peut aussi analyser la concurrence. Alors, c'est quelque chose que je faisais sans vraiment trop m'en rendre compte, mais elle nous a montré un petit tableur avec vraiment des analyses plus poussées. Donc, par exemple, sur les menus, qu'est-ce que la concurrence a dans ses menus au premier niveau et au deuxième niveau. Donc, au premier niveau, qu'est-ce qu'ils présentent ? Donc, par exemple, généralement, ce sera pricing, une FAQ peut-être, enfin, ce genre de choses. Et donc, en analysant tous nos concurrents et en faisant une petite liste de quels menus sont présents chez quels concurrents, il y en a plein qui vont se retrouver chez plein de concurrents. On va pouvoir savoir ce qu'il faut faire, parce que tout le monde le fait, donc a priori c'est que c'est quelque chose de bien, mais également trouver des outliers, donc c'est des choses qui sont, on va dire, qui sont faites par exemple par un seul concurrent et qu'on trouve intéressantes et qui pourraient nous donner une plus-value et une originalité par rapport aux autres. Vu qu'il n'y en a qu'un seul qui le fait, ça veut dire qu'on ne sera que deux à le faire. Donc si on a beaucoup de concurrents, ça peut vraiment nous faire ressortir de l'eau. Donc ça c'est important, et puis en plus ça coûte pas cher, ça ne demande pas forcément de parler avec des utilisateurs, ce qui est beaucoup plus simple généralement quand on est dev, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et enfin il y a le dernier point, c'est de prototype. Donc le prototype c'est vraiment de faire des fonctionnalités, même si on ne sait pas ce qu'elles vont donner, si les éditeurs vont l'apprécier, c'est vraiment être prêt à jeter une fonctionnalité en fait. C'est vraiment créer une fonctionnalité, voir si elle fonctionne, si elle ne fonctionne pas du tout, la supprimer, si elle fonctionne un petit peu mais pas tout à fait comme on voudrait, la modifier, itérer dessus. Donc ça c'est vraiment aussi important quand on fait des user stories, d'essayer de combler l'utilisateur. Il faut aussi pas avoir peur de supprimer quelque chose ou de faire des petits trucs pour tester juste et voir ce que ça donne et donner ça à l'utilisateur le plus rapidement possible
pour qu'ils se mettent la main dessus et qu'on puisse voir vraiment les retours utilisateurs. Généralement, les gens qui vont développer un site pendant 6 mois, 1 an, sans le donner à un seul utilisateur, c'est vraiment généralement pas une bonne idée parce qu'on va se retrouver avec un produit qui ne correspondra pas forcément aux besoins. Alors il y a des chances pour qu'il corresponde aux besoins, mais il y a encore plus de chances pour qu'il ne corresponde pas du tout aux besoins parce que personne ne l'a jamais touché. Donc mieux vaut coder un petit truc, un petit prototype qui fonctionne peut-être pas parfaitement, mais on le donne dans la main de l'utilisateur et on voit ce qu'il en fait pour pouvoir itérer, améliorer le produit. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose d'assez important. Et ensuite elle est partie sur quelles sont les bonnes user stories. Donc il y a plusieurs parties aussi. La première, c'est qu'il faut qu'ils soient indépendants. 2 user stories doivent être indépendantes pour qu'on puisse choisir si on prend l'une ou l'autre. S'il y en a une qui nécessite une autre, c'est vrai que ça nous pose un petit peu problème. Ensuite, négociable, ça veut dire qu'il faut que la user stories, on puisse au niveau des devs, etc., la modifier pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit faisable rapidement, qui soit faisable même techniquement des fois. Donc il faut aussi qu'on puisse un petit peu la modifier et aussi qu'on puisse la modifier au niveau des retours utilisateurs. Parce que si c'est vraiment, il faut faire ça parce que c'est la loi, bah on peut pas vraiment, il n'y a pas grand chose à faire, on peut pas vraiment améliorer ça pour l'utilisateur. Si c'est la loi qui demande de faire ça, bah voilà, on doit le faire. Ensuite, valuable, ça veut dire qu'on doit apporter de la valeur. C'est vrai que ça c'est un peu bateau, on va dire, hein, c'est une petite slide bateau, je trouve. Sa conférence était un petit peu comme ça. Mais vraiment valuable, forcément, une user story, il faut qu'elle apporte de la valeur, qu'elle soit concret, quelque chose pour l'utilisateur qui améliore le produit. Donc, c'est vraiment important. Estimable, alors moi je suis pas trop un fan de estimer tout, de savoir dire telle fonctionnalité elle va prendre 2 jours à faire ou 3 jours à faire ou 2 semaines à faire. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire et je pense qu'en informatique c'est compliqué. Tout simplement parce qu'en informatique on peut passer... je crois que c'est Jeffrey Webb et Lara Cass qui disaient ça récemment, qui disaient on peut passer toute une matinée ou même toute une journée sur une petite connerie de design CSS qu'on n'arrive pas à faire et quelque chose de complexe au niveau fonctionnel, au niveau PHP, on peut mettre 10 minutes à faire parce qu'il y a déjà une fonction qui existe ou déjà une librairie qui existe. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se rendre compte avant si on va pouvoir ou pas faire quelque chose dans les temps. Ce qu'elle explique là-dedans, c'est que c'est pas estimable dans le sens vraiment de donner un chiffre précis, c'est plutôt savoir si on est capable de le faire et avoir un aperçu, savoir si ça va être complexe ou pas. Juste pour se rendre compte, on va dire, mais voilà, pour juste savoir si c'est une fonctionnalité qui va nous prendre 6 mois ou si c'est une fonctionnalité qui va nous prendre quelques jours. C'est vraiment, voilà, à la grosse louche, est-ce que, combien de temps ça va nous prendre, combien de personnes vont être occupées sur cette fonctionnalité, donc c'est plus à destination des grosses équipes. Ensuite, il faut que ça soit petite, donc c'est pour ça qu'on revient sur la partie d'avant, c'est que quelque chose sur 6 mois, si on a 30% de marge d'erreur ou même 50% de marge d'erreur, ce qui n'est pas aberrant, moi je trouve que vraiment, même des fois 100% de marge d'erreur, c'est pas aberrant, on peut mettre 2 fois plus de temps pour une fonctionnalité. Quand on a quelque chose qui prend 6 mois, avoir 2 fois plus de temps, ça veut dire quelque chose qui prend 1 an, et c'est vraiment compliqué. Alors que si on a quelque chose qui prend 2 jours, avoir 100%, c'est 4 jours, finalement c'est pas dramatique si on a 4 jours à faire à la place de 2 jours. Donc c'est vrai que les user stories doivent être petites pour qu'on puisse les faire rapidement, qu'on puisse prototyper, qu'on puisse jeter si ça ne convient pas, qu'on puisse améliorer si ça convient. Mais voilà, il faut au maximum que ce soit petite pour qu'on puisse avoir quelque chose de simple à la fin et qu'on ne se complexifie pas la vie. Et enfin testable, donc testable pas au niveau du test du code, mais plutôt au niveau des utilisateurs, qu'on puisse vérifier est-ce que l'utilisateur utilise cette fonctionnalité, comment il l'utilise, est-ce qu'il l'utilise comme on l'avait pensé ou pas, est-ce qu'il a des retours sur cette fonctionnalité. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi d'important je pense, le fait que l'utilisateur, on doit pouvoir récupérer le retour de l'utilisateur, parce que sinon, sans cette partie-là, on ne va pas pouvoir itérer, on ne va pas pouvoir améliorer la fonctionnalité. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Et enfin, The Big Picture, donc ça explique que malgré le fait que les user stories soient small, justement ça fait que souvent on perd l'image, la grande image on va dire du projet. Qu'est-ce qu'on veut faire réellement, enfin, quel est l'objectif vraiment des personnes qui contrôlent l'entreprise, hein, des actionnaires, des patrons, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur entreprise, dans quelle direction ils veulent aller, vers quel type de client ils veulent aller. Et donc ça, ils disent qu'il faut, voilà, ce qu'elle conclut un petit peu là-dessus, sa première partie, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue cette image justement en grand de notre entreprise. C'est pas parce qu'on fait des petites user stories, des petites fonctionnalités qui s'améliorent les unes par les autres, qu'il faut oublier la direction générale que veut prendre l'entreprise, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Donc ça c'était pour la première partie de la conférence, et la deuxième partie je l'ai trouvée vraiment vide. Je sais pas, voilà, s'il y a d'autres gens qui veulent la voir et qui veulent regarder et me dire les retours dans les commentaires, je suis preneur, mais moi je trouvais la deuxième partie assez vide. Il n'y a pas grand chose, c'était un petit peu du blabla, un peu marketing j'ai trouvé. Il n'y a pas grand chose qui m'a surpris ou et j'ai pas appris quelque chose sur la deuxième partie. Donc là c'était vraiment en 15 minutes, et puis après il y a encore 15 ou 20 minutes de blabla où voilà, je me suis un peu ennuyé. Donc voilà pour cette conférence qui était un petit peu, voilà, la première partie assez intéressante quand même, et la deuxième partie complètement inutile à mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager, et moi je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Laravel.